Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé à l'Expo 2023 de Doha. Toujours dans l'actualité nationale, initiative de la Corne d'Afrique, à Addis Abeba, un pas historique vers un développement transfrontalier. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Nobel de médecine décerné à 2 scientifiques pour le vaccin contre le Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier après-midi au lancement de la foire internationale de Doha 2023 sur l'horticulture et l'agriculture au Qatar et aux côtés d'une dizaine d'autres chefs d'État et de gouvernement, dont les dirigeants du pays hôte, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Initiative aux visées multiples, dans la tenue d'une plateforme d'échange sur les voies et moyens visant à assurer un triomphe irréversible dans toute l'étendue du monde, y compris dans les régions les plus arides, sur les scènes des défiances agricoles. La cérémonie d'ouverture de l'Expo 2023 à Doha a pris part départ d'une photo de famille des leaders politiques participant à son lancement. Événement riche en symbolique, elle a intégré également un processus de plantation assignant chacun un leader politique participant à la foire 2023 à Doha. Procéder à l'arrosage d'un arbuste devant les visités à bord des voitures électriques, le gigantesque parc d'exposition érigé à Al-Bida, célèbre site surplombant le golfe arabo-persique. Mais sans doute, la projection de l'attention des chefs d'État et de gouvernement réunis à Doha, des focus instructifs sur la notion de désertification et ses corollaires les plus insoutenables dans les pénuries d'eau, la réduction des surfaces cultivables qui constitue la principale étape de ce premier jour sur les 180 jusqu'au 28 mars prochain, qui est censé durer l'Expo 2023 à Doha. Au lieu d'interaction et près d'une centaine de délégations venues du monde entier, ainsi que des milliers d'autres participants composés des techniciens, scientifiques, professionnels et opérateurs privés économiques travaillant dans le sillage du secteur agricole de la foire agricole 2023 de Doha tire son originalité à travers son refus de cantonner l'œuvre de ses travaux à la réalisation de nouveaux diagnostics sur les risques liés à la dégradation de l'environnement. Son mérite le plus symptomatique réside sans nul doute dans sa propension à interroger en profondeur les réflexes et raisons qui indisposent la communauté internationale à souscrire à une mobilisation optimale et générale dans la lutte salutaire pour la durabilité et contre les conséquences néfastes posées par le phénomène du réchauffement climatique. C'est pourquoi elle prend la figure d'une nouvelle tribune de plaidoirie au service de la mise sur pied de processus contraignants qui engagent l'ensemble des sociétés du monde entier et en matière de préservation de l'environnement et de réduction des gaz à effet de serre. Dans le cadre de ses déplacements à Doha, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awaleh, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Al Youssouf. A noté également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État à Doha de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar, M. Daïb Doubet Robleh. Eh bien, autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi sous la présidence du Premier ministre, et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Mohamed, une réunion majeure s'est tenue aujourd'hui pour discuter de la prévention des futures intempéries et élaborer un plan de réponse. Cette réunion qui a réuni la majorité des membres du gouvernement, y compris le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Ville, le ministre des Affaires sociales, le ministre en charge de la décentralisation, ainsi que des représentants des forces de sécurité, le directeur général de l'EDD, le secrétaire exécutif de la gestion des risques et catastrophes et le directeur général de l'agence de météorologie, ainsi que toutes les structures impliquées dans cette mission. Lors de la réunion, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté un rapport sur l'activité sismique des dernières 48 heures. Les données montrent que la crise sismique en cours reste d'actualité, avec une légère diminution du nombre de tremblements enregistrés par rapport à la journée précédente. Le ministre a souligné l'importance de continuer à surveiller de près cette situation et de maintenir la sensibilisation du public aux mesures de sécurité en cas de tremblement de terre.
Résumé d'activité sismique de octobre 3, la crise sismique qui a débuté le 28 septembre à 4h22 heure locale dans le golfe de Tchoura, près de l'île Moucha, est toujours en cours, a-t-il rappelé. Au cours des dernières 24 heures, l'Observatoire d'Arta a enregistré 121 événements sismiques avec plus grand séisme atteignant une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter, enregistré le mardi 3 octobre. Aujourd'hui, il est 8h14 depuis le début de cette crise sismique. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un local de 1429 séismes, principalement de faible magnitude, et de 25 d'entre eux ont été ressentis à Djibouti et à Tadjoura. Les épicentres continuent d'être localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok, avec des profondeurs de séisme variant entre 5 à 11 km dans les prévisions. Les mois annoncés comme une période de forte précipitation au cours de la réunion, un point crucial à la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à la crise sismique en cours. Le gouvernement a souligné son engagement à mettre en place une réponse adéquate. En cas d'urgence, des plans ont été élaborés pour coordonner les ressources humaines, y compris les équipes de secours, de sauvetage ainsi que les forces de sécurité afin de garantir une intervention rapide en cas de besoin. De plus, la question de la constitution et de la gestion des stocks stratégiques a été abordée pour assurer un approvisionnement continu en fournitures essentielles en cas de catastrophe. Les réserves de matériel médical, des denrées alimentaires, d'eau potable et d'autres ressources vitales ont été examinées. Des mesures ont été prises pour garantir leur disponibilité immédiate en cas de besoin. Enfin, la réunion a mis l'accent sur l'importance du secours de première nécessité pour la population touchée par les intempéries ou les séismes. Des plans ont été élaborés pour fournir un soutien rapide aux personnes affectées, notamment un abri, des soins médicaux, de la nourriture et d'autres services essentiels. Le gouvernement reste déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de la population en ce temps et des défis climatiques et naturels, en mobilisant efficacement les ressources humaines et matérielles, en gérant judicieusement les stocks stratégiques et en fournissant un secours de première nécessité à ceux qui en ont besoin. Et bien, pour rappel, le bilan de l'activité sismique du 28 septembre jusqu'au 3 octobre 2023 à 6h du matin, la crise sismique qui a débuté le 28 septembre dernier à 4h22 heure locale dans le golfe de Tadjoura et près de l'île Moucha est toujours en cours. Les normes de tremblement de terre enregistrées ont faible diminué par rapport à hier. L'Observatoire d'Arta a enregistré plus de 121 événements les dernières 24 heures. Le plus grand séisme enregistré pour ces dernières 24 heures a eu lieu aujourd'hui à 8h14 à une magnitude de 3,5 à l'échelle de Richter. Eh bien, depuis le début de cette crise sismique, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré 1429 séismes. La majorité des séismes ont des magnitudes inférieures à 3. 25 séismes ont été ressentis depuis le début de cette crise à Djibouti et à Tadjoura. Les épicentres sont toujours localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok. Les profondeurs des séismes localisés varient toujours entre 5 à 11 km. Et maintenant, direction Addis Abeba, où je vous le disais dans le titre, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a participé à la 18e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne d'Afrique, sous son acronyme HOA, qui s'est tenue aujourd'hui en Éthiopie sous les houlettes de Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie. Avec tous les ministres des Finances des pays membres, pour la première fois, les représentants de la France, du Royaume-Uni, ont été invités en tant qu'observateurs pour assister à la réunion. Par ailleurs, pour la première fois, des représentants du secteur privé ont été conviés pour chercher à promouvoir le rôle du secteur privé dans la Corne de l'Afrique. L'objectif de cette 18e réunion, basée sur les discussions des réunions précédentes, l'approfondissement d'analyse au niveau national et régional, vise à échanger sur la façon de promouvoir un développement plus efficace autour des zones frontalières et ainsi d'identifier ou bien les opportunités pour plus d'engagement du secteur privé et de recevoir des mises à jour de diverses questions relatives à l'initiative. Le dialogue sur l'engagement du secteur privé se poursuivra lors d'une table ronde organisée cet après-midi entre les ministres représentants d'organisations privées à la suite de la réunion ministérielle. Et bien, dans son intervention, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a souhaité la bienvenue à la France et au Royaume-Uni pour leur participation. Et par ailleurs, il a insisté sur le fait qu'il est essentiel d'accélérer les différents projets transfrontaliers pour impliquer et intéresser les populations vivant dans les régions transfrontalières pour une plus grande inclusion sociale.
Retour à Djibouti où suite à la hausse des prix des oignons constatée ces derniers jours sur le marché local, une réunion de concertation a été provoquée par le syndicat des importateurs des fruits et légumes pour discuter sur la situation et prendre des précautions nécessaires pour remédier à ces problèmes. Eh bien, cette hausse de prix a pour principale raison la diminution des importations en provenance de l'Éthiopie causée par une inondation qui a ravagé les récoltes, provoquant sur le marché djiboutien des pénuries et des hausses de prix, notamment l'oignon. Pour remédier à cette vaste inquiétude, des prix des syndicats ont indiqué qu'une commande en oignons de provenance yéménite a été lancée et disponible pour approvisionner le marché. Cet approvisionnement yéménite va permettre de combler l'instabilité provoquée par l'accessibilité du marché éthiopienne en ce cours période de rupture. Eh bien, comme je vous le rappelle, ces opérations de contrôle des prix de grande envergure ont été lancées sur le marché pour stabiliser les prix des légumes et prendre en flagrant délit les opérateurs en infraction. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'ambassadeur Mohamed Dour Elsi qui a présenté hier au Palais Royal de Rabat ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Mohamed VI en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Maroc. Un message de fraternité et d'amitié de la part de son frère, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Merguele, rappelant les liens très profonds existants entre les deux pays frères, tout en réitérant sa volonté de renforcer davantage les relations dans tous les domaines. M. Doura a également réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération du Maroc, résident à l'étranger, M. Nasser Bourita, du chambellan royal Sidi Mohamed Aloui. Retour à Djibouti où les mesures de sécurité antisismiques dans les établissements scolaires étaient au menu de la série de formations dispensées par les chefs d'établissement aux enseignants. Ces formations font suite à l'atelier de formation sur la gestion des risques et catastrophes en milieu scolaire qui s'est tenu au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental le 1er octobre et s'est poursuivi jusqu'au 2 octobre. Dans l'ensemble des directeurs d'école, les principaux collèges, les proviseurs de lycées avaient suivi ces formations visant à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires face aux secousses sismiques récentes. Eh bien, les chefs d'établissement ont mis l'accent sur l'intérêt de rester vigilants et d'assumer pleinement leur rôle de premier responsable de la sécurité des élèves et des enseignants en situation d'urgence, notamment lors des séismes. À ce titre, les chefs d'établissement ont passé en revue les postures et des premiers gestes à observer en cas de séisme. Ils ont également mis sur point avec des plans d'évacuation, avec des issues et des secours et des sites de regroupement adaptés à ces situations. Chaque chef d'établissement a encouragé ses enseignants à s'équiper administrativement et pédagogiquement à mettre un jour son plan local de contingence en intégrant notamment les besoins de formation pour les enseignants et les personnels des vies scolaires. À noter que le plan de contingence de l'éducation établi identifie les principaux risques de Djibouti-Ville, tels que les séismes, les inondations, les épidémies et les sécheresses. Le comité technique a été très utile dans la conception de ces plans de contingence personnalisés. Ces formations participent de la préparation des enseignants et des élèves face à divers risques, notamment le séisme. Il s'agit là de renforcer l'engagement commun pour rendre l'établissement scolaire plus résilient aux catastrophes. Notons enfin que le MENFOP travaille au renforcement de la sécurité au sein des écoles et prépare la communauté éducative à affronter les divers risques auxquels elle peut être exposée. Tout à fait autre chose cette fois-ci. À l'ère numérique, en constante évolution, la cybersécurité est devenue une priorité incontestable pour l'éducation. Tel est l'objectif de cet atelier de formation étant protéger les données scolaires, de sensibiliser les élèves aux enjeux de la sécurité en ligne et faisant préparer les éducateurs à faire face aux défis numériques qui ne peuvent être sous-estimés. Rappelons que les défis liés à la sécurité en ligne évoluent constamment et les enseignants doivent être à la fois les gardiens de la connaissance et les guides des jeunes générations dans ce monde numérique en perpétuelle évolution. Force de reconnaître que les enseignants se doivent de protéger les élèves en les préparant à mieux naviguer en toute sécurité dans le monde numérique, d'où ce programme de sensibilisation pour les formateurs du CFF qui a été organisé par l'ANCI en étroite collaboration avec le MENFOP
tombe à point nommé portant sur la thématique « Éduquer la cybersécurité ». La formation qui s'est déroulée pendant 3 semaines s'est clôturée hier au CFF. L'objectif de cette formation est de doter les enseignants formateurs des compétences et des connaissances nécessaires pour comprendre l'importance de la cybersécurité dans le contexte scolaire. Et principalement sur les actions saines à mettre en place et sur les actions à risque à éviter. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, depuis les années 90, l'avènement du web, aujourd'hui, on est inondé par ce qu'on appelle des objets connectés. La technologie a avancé avec la vitesse lumière et d'une manière omnicanale, on est connecté sur tout. Les caméras surveillance, notre téléphone portable. Aujourd'hui, on ne parle plus même de l'Internet, on parle de l'Internet des objets. Et donc, dans ce sens, cette formation avait été justifiée et avait une importance capitale. La formation en soi a été conviviale, un moment de partage et d'échange avec les formateurs, Ismaël, que je remercie ici, et l'ANSI aussi, que je remercie. À l'avenir, les perspectives seront que les formateurs du centre prennent la relève et puissent, dans leur formation initiale et dans leur formation continue, insérer les pratiques saines et les pratiques à risque pour former ce qu'on appelle un citoyen numérique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un citoyen numérique. Et dans ce sens, je pense que le ministère va prendre les dispositions pour intégrer d'ailleurs dans tous les curriculums de manière transversale. Il y a déjà des disciplines comme le MCI ou comme pour la technologie qui sont déjà dans la révision curriculaire de 2019 ont été rajoutées au curricula djiboutien. Eh bien, c'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi l'ANPH en étroite collaboration avec le PNUD qui a procédé ce matin au Sheraton Hotel à un atelier de vulgarisation de la cartographie des métiers adaptés aux personnes handicapées. L'événement d'une importance capitale pour les personnes handicapées en mettant en place un système pour l'insertion professionnelle, l'autonomisation des personnes en situation de handicap. La cartographie des métiers est un outil pertinent pour la promotion et l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. L'atelier vise nécessaire pour adapter un emploi pour une personne handicapée. C'est en quelque sorte un devoir de volonté, une obligation de résultat, comme la représentante a su bien le dire dans son discours qui a abouti à cet atelier pour ne laisser personne de côté. Elle a ensuite mis l'accent sur l'importance que revêt cet atelier qu'elle juge comme un outil pertinent pour la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est quoi la suite? C'est vrai qu'il y a toujours des recommandations avec les études, mais réellement, si on a envie d'avancer, de faire quelque chose pour les personnes présentant un handicap, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des fonds? Parce que par rapport à tous les métiers qui étaient mentionnés ici, il est toujours difficile d'évaluer les handicaps. Des fois, on dit c'est un handicap léger, etc. Parce que beaucoup de métiers, beaucoup de formations dans l'enseignement professionnel, c'est vraiment difficile d'évaluer la formation auquel un jeune peut participer ou pas. Après, il faut adapter des fois les équipements. Ça nécessite un fonds supplémentaire. Il faut la formation des formateurs. Tous nos formateurs ne sont pas spécialisés pour la formation des personnes présentant des handicaps. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi, on a aussi des difficultés à trouver, même pour les malentendants, des accompagnateurs ou des formations pour les formateurs pour le langage des signes. Vraiment, il faut qu'il y ait un accompagnement, monsieur le directeur général, qui suit cette étude. Généralement, on a l'habitude de faire des études, des recommandations, et on n'a pas les moyens de faire la suite. Quels sont les moyens qui vont être mis à la disposition de la direction générale ANPH pour que cette étude puisse être, on puisse mettre les activités en œuvre sur le terrain? Eh bien, le directeur général de l'ANPH a quant à lui souligné que l'atelier se veut d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap et ainsi renforcer l'inclusion de tous les niveaux de la société pour un développement socio-économique durable de la République de Djibouti sans laisser personne de côté. Le directeur de la formation professionnelle technique s'est déclaré réjoui quant à la réussite de cet atelier.
Direction le sud du pays où une mission du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection sociale conduite par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration s'est rendue dans la région d'Ali Sabié pour un atelier de sensibilisation sur les acquis et perspectives de la réforme. Cette mission, composée du secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Issa Farraj, du directeur général de l'INAP, Charmaki Idriss Ali, a été chaleureusement accueillie par Madame la première adjointe du Burfé, Madame Saïda Wabri, ainsi que le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alaleh. L'atelier a débuté avec des interventions officielles de premier plan. Le président du conseil régional a prononcé des mots de bienvenue, suivi par le secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, qui a exposé l'objectif attendu de cet atelier, événement essentiel. Enfin, la première préfet adjointe, Mme Saïda Wabri Assoué, a officiellement lancé l'atelier en marquant ainsi le début des discussions cruciales. Cet atelier a rassemblé les acteurs clés de la région, notamment le conseil régional, la préfecture, les services déconcentrés de la société civile. L'objectif général de cette rencontre était d'engager la région dans les activités de la réforme. Officiel de cet atelier de sensibilisation sur les acquis et perspectives de la réforme de l'administration, avec un objectif essentiel, associer les régions à cette entreprise de transformation. Cet atelier réunit aujourd'hui différents acteurs, à savoir le conseil régional, la préfecture, les services déconcentrés et la société civile. L'objectif de cet atelier fort louable est d'impliquer, encore une fois, les régions en écoutant les préoccupations des agents au plus près de l'administration régionale afin de comprendre leurs besoins et de les intégrer dans le programme de réforme. L'administration publique est le socle sur lequel repose la gouvernance de notre nation. Elle est le reflet de notre engagement envers la transparence, l'efficacité et la responsabilité. Je tiens à saluer votre présence et votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, nous pouvons créer un dialogue ouvert et constructif qui permettra de renforcer notre administration et de la rapprocher davantage de nos citoyens. Je souhaite à vous tous une journée productive et riche en idées novatrices. Je déclare la séance ouverte. Et bien, sous la supervision du secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, en collaboration avec des experts internationaux, cette étape marque le début d'une nouvelle stratégie de réforme qui promet de façonner l'avenir de l'administration dans notre région. Écoutons-le. Nous allons mener une caravane dans les 5 régions pour les agents des collectivités régionales à participer et prendre part les perspectives de la réforme. Le résultat tiré de nos discussions seront une contribution pour le grand atelier de novembre. Au cours des dernières années, des réformes ont été entreprises, une présentation aura lieu. Actuellement, des réformes sont en cours. Je vais citer quelques-uns. Le statut général des fonctionnaires a été totalement révisé. Il est en cours et il est à l'Assemblée nationale. Il est suivi de 20 décrets d'application qui accompagnent le statut général. Ils ont en cours au niveau d'interministériel. Troisième phase est la réécriture du statut particulier de fonctionnaire. Eh bien, on reste toujours dans le sud, où la création d'une médiathèque plutôt à Dikilville porte à l'association Éveil Okar fut lancée officiellement par le préfet adjoint de la région de Dikil, M. Youssouf Ali Iye, et le vice-président du conseil régional de Dikil, M. Ibrahim Gouro, à la salle de conférence du conseil régional de Dikil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le financement de l'Union européenne. Cette cérémonie de lancement a vu la participation de l'assistance technique internationale des coordinateurs du projet AIMF, M. Flavion Sazé, l'équipe locale de la gestion du projet et les responsables des services techniques déconcentrés, les associations locales et les représentants des bénéficiaires. Rappelons que l'objectif principal est poursuivi concourt à l'égalité des genres, à la jeunesse et à la rééducation de la fracture numérique et au rapprochement des communautés. Lors de cette cérémonie de lancement, les discours ont été prononcés par le préfet adjoint de la région d'Ikil, M. Youssouf Aliye, et le vice-président du conseil régional de Dikil, M. Ibrahim Gouro,
ainsi que le représentant de l'AIMF, mettant en avant l'importance de cette initiative dans la région de Dikil. À Dikil. Parce que le manque, il y avait déjà eu le manque d'une bibliothèque ici à Dikil. Mais déjà avec votre projet, c'est un projet qui a été réfléchi. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'assister donc au lancement du projet de la construction et du projet de cette bibliothèque ou truc municipal comme vous l'appelez. Nous en sommes très fiers. Donc, parce que tout simplement, il y a beaucoup de jeunes ici et beaucoup d'élèves ici à Dikil à qui il leur manquait un lieu où ils pouvaient se documenter. Mais là, déjà, ce sera le lieu. Le lieu qui manquait est là. Et j'espère que tous nos élèves en tireront profit. Donc, en fin de compte, je peux vous dire, ne vous dire qu'en tant que représentant de la préfecture, vous adresser nos vives félicitations. Eh bien, écoutons à présent le représentant du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Fahmi Ahmed Abdillahi. Un projet participation de la société civile à gouvernance et au développement local. Donc, dans ce titre, on voit bien la société civile, on voit bien les collectivités locales à travers développement local et gouvernance. Donc, c'est un projet qui unit, c'est un projet qui prône le dialogue, la concertation entre la société civile et les autorités locales. Les premières avances de fonds ont été mises en place. Donc, on est à l'étape de démarrer les activités. Et ce souci de dialogue, de concertation, d'échange veut que, avant au lancement des activités, qu'on fasse encore cette réunion pour que tout le monde sache, aussi bien au niveau de la préfecture, de la région, que de la société civile. Ça veut dire que d'autres missions vont suivre pour permettre à tout le monde, que ce soit la préfecture, la région, de voir comment le projet avance. On a présenté dans ces objectifs, dans ces activités. Prochainement, on va dire, quand on était ici, le premier, voilà le niveau où ils étaient. 3 mois après, ils en sont où? S'ils ont prévu des choses, est-ce que c'est fait? Donc ça permet à tous les yeux de la région de pouvoir savoir ce qu'il y a. Parce que l'idéal de départ, il faut que les projets choisis sont des projets intégrés aux objectifs de développement de la région. C'est ça tout le sens de la participation et autres. Donc notre souhait, c'est que nous puissions continuer à conduire le bateau jusqu'à ce sens pour que le jour où on va dire on va inaugurer, que tout le monde soit informé au même niveau. Eh bien, c'était l'assistant technique international du coordinateur du projet et la mise en œuvre de l'Association internationale des maires francophones. Voici les quelques réactions recueillies par notre équipe sur un membre de l'association Éveil Dokar. Nous, c'est-à-dire le comité directeur de l'association Éveil Dokar, en collaboration avec l'équipe de Naïl CLD, sous la présence bien sûr des autorités locales, à savoir le préfet de la région et le président du conseil régional, nous avons procédé au sein de la salle de réunion du conseil régional la cérémonie de lancement du projet intitulé « Construction d'un médiathèque dans le chef-lieu de la région ». Ce projet concerne bien sûr, c'est un projet qui concerne la participation de la société civile aux gouvernances et au développement local à Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur. Nous avons postulé ce projet, vous le savez, il y a 3 mois de cela. C'est un projet, vu sa pertinence, a été retenu parmi 100 une autre association. Donc vous voyez la pertinence et la nécessité de pouvoir réaliser ce projet, parce que parmi ces 101 associations qui ont tous postulé des projets, 9 projets ont été retenus par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, qui est bien sûr le principal bailleur de fonds, avec la collaboration bien sûr de l'ANCLD, Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, et bien sûr avec l'appui technique du ministère de la décentralisation. Donc aujourd'hui, les parties prenantes vont pouvoir assister à cette cérémonie de lancement de la construction de ces grands projets de médiathèques. Et l'objectif principal, c'est quoi? Si j'essaye de parler un peu, de dire un mot sur
l'objectif ciblé à travers ce projet, c'est bien sûr la promotion de la lecture, comment rehausser les niveaux de nos écoliers, à savoir les collégiens, les lycéens. Et à l'intérieur même de ces médiathèques, nous comptons réaliser un cybercafé donc, où on a déjà acheté les ordinateurs. Plus de 20 000 livres sont déjà acquis par l'association. Donc je pense que c'est un projet qui manquait réellement pour la région de l'Unité. Et je pense que c'est l'association Éveil Dakar dont je suis membre actif. Qui a eu vraiment la chance de pouvoir réaliser ces médiathèques tant entendues par l'agent de l'unité. Donc, je ne pourrais terminer mes propos sans remercier bien sûr le ministère de la décentralisation avec son appui technique, l'association ANCLD qui collabore pour la réalisation de ce projet. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, en beauté et dans la page sport, dans une atmosphère chargée d'émotions et de fierté, l'équipe Arta Solar 7 de Djibouti a été chaleureusement accueillie par le PDG de l'équipe pour un dîner dans une dynamique à l'unisson. Hier soir, au prestigieux restaurant Vogue, la soirée a brillé de mille feux pour honorer toute l'équipe. Un retour triomphal qui a été salué par tous. Mais ce n'était que le début d'une soirée extraordinaire. La soirée de gala organisée par le PDG Tommy Tayaro a été le point culminant de cette soirée mémorable. Les invités d'honneur ont partagé des récits inspirants sur leur voyage, de leur résilience en tant qu'équipe et leur capacité à transcender les obstacles pour atteindre les sommets. Le dîner somptueux qui a été suivi par un véritable festin pour le sens, mettant en avant des délices culinaires dans un fond de musique qui a rythmé la soirée. Cela a bien été plus qu'une simple célébration. Il a été un moment de communion, de solidarité, rappelant à tous que leurs rêves sont à portée de main lorsqu'on travaille ensemble pour les réaliser. Ce dîner de gala somptueux a été organisé pour rassembler les membres de l'équipe, renforcer leur cohésion et célébrer leur succès collectif. Les conservations animées ont résonné dans la salle, mélangeant la joie, l'enthousiasme et la camaraderie. En effet, ce dîner de gala n'était pas seulement une célébration de succès passé, mais aussi un prélude aux défis à venir. L'atmosphère prestige et positive et l'énergie palpable de la soirée ont insufflé une nouvelle motivation à l'équipe. Un match, ça doit être, c'est une leçon, on apprend, mais en même temps, il faut savoir pourquoi on a perdu. On a perdu parce que peut-être qu'à un moment donné, on a été un peu nerveux, il y a ce stress-là qui est arrivé. Mais bon, c'est l'apprentissage. Et j'espère que ça doit être le niveau de Arta Solar, le niveau du football djiboutien. En 2025, il y aura la CAN en Afrique de l'Est. Et moi, j'aimerais voir Madi ou Douale ou Zidane ou Wassama, j'aimerais vous voir à la CAN. Parce que c'est possible. Franchement, j'ai été très heureux de faire partie de la famille de Arta Solar. Partout où je passe, voilà, on me voit comme un joueur de Arta Solar. Et donc, je suis très heureux de finir ma carrière en étant un joueur d'Arta Solar. Eh bien, c'est dans un discours teinté d'optimisme et empreint de gratitude, mais aussi de fierté qu'a livré le PDG de l'équipe, M. Tommy Tayaro. Il a rendu hommage à l'engagement et au travail acharné de l'équipe, soulignant leur détermination à repousser les limites pour atteindre l'excellence sportive. Écoutons l'extrait. Lancer ces mots en vous disant merci, merci pour ce que vous avez fait tout le long de cette compétition, ce que vous avez fait en Tanzanie, pour ce que vous avez fait en Égypte, c'était pas facile. Donc je sais que beaucoup d'entre nous sont tristes aujourd'hui, parce que c'est un match qui était à notre portée. Vous aviez fait déjà le plus difficile en Tanzanie. Vous aviez fait le plus difficile lors des 45 premières minutes de la première mi-temps en marquant un but par l'intermédiaire de Warsama. Alors ce soir, effectivement, on a tous eu du mal à se remettre de ce match. Pour faire court et ne pas revenir sur certains détails, on a loupé la qualification
à 5 minutes près. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais on ne va pas les énoncer ce soir, c'est pas grave. On va dire qu'Allah avait un autre plan pour nous. Donc le plan, c'est de pouvoir continuer et revenir encore plus fort la saison prochaine. Pour être plus fort, il faut effectivement gagner le championnat, reprendre notre place de leader. Vous le savez mieux que moi, on a été 3e du championnat cette année. Ça prouve quoi? Ça prouve que le championnat djiboutien s'est endurci. Et c'est très bien pour le football djiboutien. Et dans l'actualité internationale, une mission de l'ONU est arrivée dimanche au Karabakh pour la première fois en 3 décennies, a annoncé l'Azerbaïdjan au moment où la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave après sa reprise par Bakou. Un porte-parole de la présidence azerbaïdjanaise a indiqué que la mission de l'ONU est arrivée dimanche matin avec pour tâche principale d'évaluer les besoins humanitaires sur place. Cette mission se rendue sur un point de contrôle de la frontière entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, a précisé en fin de journée un porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Il a précisé que la mission dirigée par Vladka Andreeva, coordinatrice résidente de l'ONU en Azerbaïdjan, devrait tenir une conférence de presse. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a annoncé qu'elle se rendrait mardi en Arménie pour réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Eh bien, le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.